Elle aspirait à une aventure extra-conjugale palpitante. Je me suis assuré qu'elle soit indélébile, surtout cette incartade amoureuse aux toilettes. J'ai 34 ans et je vis dans le même lotissement de banlieue depuis près de 10 ans. J'exerce un métier respectable de chef de projet dans une entreprise de logistique. Rien d'extravagant, mais ça couvre les dépenses, et même plus. J'ai été marié pendant 7 ans à une femme que je vais appeler Rachel, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions une vingtaine d'années, avons eu une relation tout à fait normale pendant 3 ans, puis avons scellé notre union par une cérémonie pittoresque en plein air qui ressemblait vraiment à une scène de film. Si vous êtes ici pour ce genre d'histoire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Continuons. La vie était agréable, ou du moins, c'était ma perception. Rachel travaillait dans le marketing pour une start-up technologique, une de ces entreprises qui ne cessent de discourir sur la rupture et l'innovation, avec d'autres jargons d'entreprise dépourvus de sens réel. Elle voyageait beaucoup pour son travail, généralement au moins 2 fois par mois, pour assister à des conférences et rencontrer des clients dans tout le pays. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention, après tout, c'était son travail, n'est-ce pas ? Elle revenait avec des histoires de présentations ennuyeuses et de repas d'hôtel hors de prix, et j'écoutais attentivement, hochais la tête avec approbation et posais les questions habituelles. Avec le recul, je réalise maintenant les nombreux signes que j'ai ignorés, les innombrables petits signaux d'alarme que j'ai négligés en raison de ma confiance inébranlable en elle, de ma profonde affection pour elle. Apparemment, je suis un imbécile qui ne se rend pas compte que sa femme planifie une liaison. Mais je m'égare. Laissez-moi vous parler de la nuit qui a tout changé à jamais. C'était un mardi, vers 2 heures du matin. J'ai toujours eu le sommeil léger, une caractéristique dont ma femme se moquait souvent. Elle pouvait dormir pendant la fin du monde, alors que moi, je me réveillais si quelqu'un claquait une portière de voiture 3 maisons plus loin. Cette nuit-là, j'ai été réveillé par un goutte-à-goutte persistant provenant de la cuisine. Notre robinet fuyait depuis quelques semaines et j'avais toujours l'intention de le réparer, mais vous connaissez ça avec l'entretien de la maison. On se dit toujours qu'on s'en occupera un jour. Mais ce soir-là, le goutte-à-goutte était si rythmé et fort qu'il semblait que quelqu'un me tapait directement sur le crâne. Goutte, goutte, goutte. Chaque répétition parfaitement cadencée, insupportablement irritante. Rachel était allongée à côté de moi, totalement imperturbable, respirant profondément, la bouche légèrement ouverte. Elle semblait remarquablement paisible. Si la paix avait un visage, c'est à ça qu'il aurait ressemblé à ce moment-là. Pendant ce temps, j'étais là, à grincer des dents et à sentir ma tension artérielle monter à chaque goutte. Finalement, j'ai rejeté la couette et me suis levé. Le sol était froid sous mes pieds nus, et j'ai accidentellement cogné mon orteil contre la table de chevet dans l'obscurité, ce qui n'a pas vraiment amélioré mon humeur. J'ai enfilé un jogging et un t-shirt et me suis traîné jusqu'à la cuisine, où ça sentait déjà le plat chinois que nous avions mangé au dîner et qui était encore dans la poubelle. Le goutte-à-goutte était encore plus amplifié dans cette pièce, résonnant sur les carreaux de céramique et les appareils en acier inoxydable. J'ai sorti ma boîte à outils du garage, que j'avais héritée de mon père, ainsi que son penchant pour résoudre les problèmes moi-même, au lieu de faire appel à un professionnel. J'ai trouvé ma clé à molette, me suis agenouillé sur le sol, et j'ai ouvert le placard sous l'évier. C'est à ce moment-là que j'ai vu le sac de voyage de Rachel posé sur le comptoir. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention, mais il était ouvert, et le contenu était visible depuis ma position accroupie. J'ai pu reconnaître ses articles de voyage habituels. Une trousse de toilette, un chargeur de téléphone, son badge professionnel accroché à un cordon et une sélection de barres protéinées qu'elle emportait toujours pour les voyages en avion. Équipement standard pour un voyage d'affaires. Puis mon regard s'est posé sur un objet qui a complètement mis à l'arrêt mon fonctionnement cérébral. Une petite boîte en plastique rose, comme celles utilisées pour ranger des médicaments sur ordonnance. Plus précisément, des contraceptifs oraux. J'ai reconnu l'emballage, car Rachel avait pris la pilule pendant longtemps avant que nous ne décidions d'avoir des enfants. L'élément crucial qui m'a glacé le sang, c'est ceci. J'ai subi une vasectomie. Et pas une récente. 14 mois auparavant, pour être exact. Après la naissance de notre deuxième enfant, nous avons conclu que nos efforts reproductifs étaient achevés, et je me suis proposé volontairement pour l'opération,
car elle me semblait moins contraignante que d'imposer à Rachel des stérilets, des pilules ou d'autres méthodes contraceptives. L'intervention en elle-même fut simple, juste une affaire rapide en ambulatoire. Je me souviens avoir échangé des plaisanteries avec le médecin, car j'utilise l'humour comme mécanisme de défense dans les situations désagréables. Rachel m'avait accompagné, m'avait tenu la main, m'avait encouragé et m'avait assuré que ce n'était qu'une précaution et que nous nous en sortirions indemnes. Pour quelles raisons sensées aurait-elle besoin de contraceptifs oraux, puisque mes spermatozoïdes étaient irrévocablement hors d'état de nuire ? Et voilà que je me retrouvais assis sous l'évier, clé à molette à la main, à fixer cette minuscule boîte rose comme si c'était un engin explosif sur le point de détonner. Ma première pensée fut « Peut-être qu'elles sont périmées. Peut-être qu'elle a juste oublié de les jeter. » C'est une explication plausible, non ? Les gens gardent parfois des médicaments, mais quelque chose dans mon intuition m'a poussé à enquêter. Je me suis penché et j'ai saisi la boîte, mes mains étonnamment calmes malgré la poussée d'adrénaline qui me traversait le corps. Je l'ai ouverte. Une pilule manquait à la première rangée, ce qui signifiait qu'elle les prenait activement. J'ai retourné la boîte pour examiner l'étiquette au dos, et c'est là que j'ai vraiment senti mon estomac se tordre. L'ordonnance avait été établie il y a 3 semaines, toute neuve. Toute, son nom, son médecin, la date, imprimée là, noir sur blanc. Je crois que j'ai cessé de respirer pendant 1 minute entière. Je suis resté assis sur le sol de la cuisine, agrippé à ce minuscule morceau de plastique qui venait de pulvériser toute ma compréhension de mon mariage. Le robinet continuait de goutter au-dessus de moi, mais je ne l'entendais plus, noyé par le bruit de mon propre cœur qui résonnait dans mes oreilles. Mon esprit a commencé à passer en revue les explications possibles, comme si je mélangeais un jeu de cartes. Peut-être qu'elle les prend pour équilibrer ses hormones. Les femmes font ça parfois, non ? Contre l'acné ou les règles irrégulières ou une plainte similaire. C'est plausible. Mais pourquoi me l'aurait-elle caché ? Nous parlions de tout, non ? Du moins, c'est ce que je croyais. Ou peut-être, a murmuré la voix sinistre au fond de mon esprit, peut-être qu'elle les prend parce qu'elle envisage d'avoir des relations sexuelles avec un individu encore apte à procréer. J'ai remis les pilules soigneusement à leur place d'origine, en veillant à ce que tout ait l'air intact. Ensuite, j'ai terminé de réparer le robinet, ce qui n'a pris qu'environ 5 minutes après avoir resserré le bon raccord. Le goutte à goutte a cessé. Le silence qui a suivi m'a paru immense, écrasant. J'ai rangé mes outils, tout remis à sa place, et je suis resté longtemps dans cette cuisine sombre, à simplement réfléchir. Finalement, je suis retourné me coucher. Rachel était allongée immobile, dormant encore profondément, totalement inconsciente que son mari venait de découvrir quelque chose qui allait déclencher une transformation complète. Je me suis allongé à côté d'elle, j'ai fixé le plafond et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces pilules devant moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à regarder de plus près, vraiment de plus près, d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Soudain, des éléments qui semblaient anodins ont commencé à paraître étrangement sinistres, comme le fait que Rachel s'était constituée une garde-robe entièrement nouvelle ces derniers mois. Elle prétendait que c'était pour des raisons professionnelles, qu'elle avait besoin d'une présentation plus professionnelle. Mais ce n'étaient pas que des vêtements professionnels. C'étaient des ensembles coûteux et à la mode qu'elle me présentait occasionnellement en me demandant mon avis, si cela améliorait son apparence. J'avais toujours répondu par l'affirmative, car elle avait indéniablement une apparence attrayante. Mais je me demandais maintenant pour qui elle s'endimanchait réellement. Elle avait également commencé à aller plus souvent à la salle de sport, environ 5 fois par semaine, au lieu de ses habituelles 2 ou 3 fois. Elle prétendait vouloir développer une silhouette plus athlétique et acquérir une image d'elle-même plus positive. Je l'avais encouragée et lui avais même proposé de l'accompagner de temps en temps, mais elle avait toujours affirmé qu'elle préférait y aller seule. Maintenant, cela semblait moins relever d'une préférence personnelle que d'un désir d'intimité. Et son téléphone, mon Dieu, son téléphone, il était toujours posé sur la table, écran vers le bas, toujours. Quand j'entrais dans une pièce alors qu'elle était en train d'écrire un SMS,
Elle fermait l'application sans se démonter. Si je lui demandais avec qui elle communiquait, elle répondait qu'il s'agissait simplement d'affaires professionnelles ou de Sarah du bureau. Rien de fondamentalement suspect, mais additionné à tous les autres facteurs, cela composait un tableau saisissant. Et puis, il y avait sa façon de parler de ses voyages d'affaires. Elle revenait certes épuisée, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Une énergie qui frôlait l'excitation. Elle était fatiguée, mais d'une certaine manière plus vivante, plus animée, quand elle racontait les conférences. Et un certain nom revenait plus souvent que les autres. Derek. Derek était soi-disant un consultant qui collaborait avec son entreprise. Elle l'avait déjà mentionné il y a quelques mois, affirmant qu'il était brillant et qu'il l'aiderait à faire avancer sa carrière. Elle rayonnait quand elle parlait de lui, de ses concepts innovants et de ses méthodes créatives pour la stratégie marketing. À l'époque, je supposais simplement qu'elle était passionnée par son travail. Maintenant, je réalisais qu'elle était passionnée par lui. J'ai commencé à tout cataloguer dans ma tête. Les nouveaux vêtements, l'obsession pour la salle de sport, le secret autour de son téléphone, la façon dont elle prononçait le nom de Derek avec une subtile emphase dans sa voix, comme si le simple fait de parler de lui procurait du plaisir. Les voyages d'affaires qui avaient plutôt tendance à la faire rayonner qu'à l'épuiser. Et bien sûr, les pilules contraceptives pour lesquelles elle n'avait aucune justification légitime. Rachel avait une autre conférence dans 2 semaines, cette fois à Seattle. 3 jours de table ronde, de réseautage et de tout ce qui pouvait bien se passer d'autre lors de ces réunions d'entreprise. Elle s'en réjouissait. Elle parlait sans arrêt de l'ordre du jour et des conférenciers qu'elle voulait écouter. Et bien sûr, Derek était également présent. Bien sûr que Derek était présent. Ils étaient censés donner une présentation ensemble sur les entonnoirs de marketing, ou la fidélisation de la clientèle, ou n'importe quelle autre connerie que je n'écoutais plus. À ce moment-là, j'ai décidé que j'avais besoin de preuves concrètes. Je ne pouvais pas simplement la confronter sur la base de soupçons et d'une plaquette de pilules. J'avais besoin d'une connaissance définitive des événements qui se produisaient. C'est pourquoi j'ai contacté mon pote Tyler. Tyler et moi avons fait nos études ensemble, nous avons rejoint la même fraternité et nous sommes amis depuis plus de 10 ans. Il travaille actuellement dans les technologies de l'information, plus précisément dans le domaine de la cybersécurité. Et il possède certaines compétences qui se situent dans une zone grise, juridiquement douteuse. Je ne lui avais jamais rien demandé d'éthiquement répréhensible, mais cette situation me semblait urgente. J'ai pris rendez-vous avec lui dans un bar près de son lieu de travail, et je lui ai expliqué toute la situation. Les pilules, le comportement différent, l'implication de Derek. Tyler a écouté attentivement, a bu sa bière et a hoché la tête en signe d'approbation. Après mon récit, il m'a regardé sérieusement et m'a demandé « Es-tu absolument sûr de vouloir suivre cette voie ? Une fois que tu auras commencé l'enquête, tu ne pourras plus ignorer les découvertes que tu feras. » J'ai besoin d'une certitude définitive. Empêcher que ça arrive. Je ne peux plus supporter cette existence, à osciller constamment entre la paranoïa et la validation de mes instincts. Il a penché la tête pensivement. Très bien. Je peux mettre en place une surveillance de ses emails sur son compte professionnel. Tu pourras observer toute la correspondance qu'elle envoie et reçoit, y compris quand elle accède aux emails, tout le programme. Ce n'est pas tout à fait légal, mais ce n'est pas non plus une violation directe de la loi si vous avez tous les deux le même forfait mobile. Une zone grise. Jusqu'où nous aventurons-nous dans une zone grise juridique ? Suffisamment loin pour que je te rende ce service, mais je te déconseillerais de révéler cette information à ton avocat plus tard. Nous avons mis en place le système le soir même. Tyler a mis à profit ses compétences techniques, utilisant des logiciels qui dépassaient ma compréhension. En moins d'1 heure, j'avais accès aux emails professionnels de Rachel via une sorte d'interface de suivi. Cela a créé un profond sentiment d'intrusion, comme si j'étais en train de me transformer en le genre de personne que j'avais toujours condamnée. Mais j'avais également surmonté toute préoccupation concernant la bienséance, étant donné que ma femme cachait soi-disant des secrets qui nécessitaient l'utilisation de contraceptifs. La première série d'emails semblait inoffensive. Affaires liées au travail, planification, discussion des délais de réalisation des projets.
Puis, j'ai commencé à décrypter les échanges entre elle et Derek, ce qui a immédiatement provoqué un nouveau haut-le-cœur. Au début, ils étaient d'une formalité professionnelle. Merci pour votre contribution à la présentation. Je me réjouis de notre collaboration sur ce projet. Mais en remontant le fil des archives, sur des semaines puis des mois, le ton a évolué, devenant progressivement plus personnel et intime. Un message de Derek disait par exemple « Tu arrives toujours à égayer ma journée. » « Je suis impatient de te retrouver à la conférence. » Et Rachel répondait « Le sentiment est réciproque. Ces déplacements sont le point culminant de mon agenda professionnel. » Dans un autre message, Derek écrivait « La dernière conférence était inoubliable. Faisons en sorte que Seattle soit une expérience encore plus exceptionnelle. » Rachel répondait avec un emoji clin d'œil. « J'y compte bien. » Il n'y avait pas de contenu sexuel explicite, du moins pas dans les limites de ce que j'ai pu observer. Mais le langage explicite n'est pas une condition sine qua non pour comprendre le sous-texte. L'infidélité émotionnelle était indéniable, et je parierais ma maison qu'elle avait déjà franchi le cap d'une manifestation physique, ou qu'elle était sur le point de le faire. J'ai passé des heures à éplucher ses emails, à faire des captures d'écran des exemples les plus flagrants, et la nausée me gagnait à chaque échange. Ma femme, la femme avec laquelle j'avais passé les 10 dernières années, avait une liaison extra-conjugale, ou du moins la planifiait, et elle me mentait depuis des mois, peut-être plus. Ce soir-là, après avoir amassé suffisamment de preuves pour dissiper mes doutes quant à ma santé mentale, je suis resté 20 minutes dans ma voiture, garée dans notre allée, avant de rentrer. Je suis resté assis là, les mains crispées sur le volant, essayant d'accepter l'idée que mon mariage était terminé, qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation possible. Même sans acte physique, la trahison était irrémédiablement consommée. Elle s'était détachée émotionnellement et avait transféré son affection sur un autre, et elle orchestrait activement une escalade de la situation. Quand je suis finalement entré dans la maison, Rachel était assise dans le salon et regardait la télévision. Elle m'a adressé un sourire accueillant en me voyant, un sourire chaleureux et sincère, et m'a demandé « Salut chérie, comment s'est passé ton joyeux rendez-vous avec Tyler ?» « Époustouflant », ai-je répondu, en me forçant à lui rendre son sourire. « Il va bien, ce qui est réjouissant. J'ai préparé des pâtes pour le dîner, si tu as faim. » Je n'avais pas faim. J'ai même imaginé que je ne ressentirais peut-être plus jamais la faim, mais j'ai répondu « Merci, peut-être plus tard ». Et je suis monté à l'étage, dans notre chambre. Je me suis assis sur le bord de notre lit, le lit que nous partagions depuis 7 ans, et j'ai essayé de déterminer la marche à suivre. J'aurais pu la confronter immédiatement, lui présenter les emails, exiger une explication et laisser tout ce château de cartes s'effondrer. Mais une force inhibitrice s'est interposée. Peut-être était-ce le détective latent en moi qui voulait obtenir des preuves supplémentaires. Peut-être était-ce cette part de moi qui aspirait à ce qu'elle souffre autant que moi. Ou peut-être voulais-je simplement une certitude absolue avant de déclencher un incendie généralisé. C'est alors que l'idée a germé. Elle était mesquine, certes, et probablement vengeresse. Certainement pas la façon la plus sage d'aborder la situation. Mais à cet instant précis, assis avec des captures d'écran de la liaison extra-conjugale de ma femme sur mon téléphone, je ne me sentais pas particulièrement sage. Je me sentais outré, blessé et obsédé par le besoin de reconquérir un certain niveau de contrôle. Rachel devait partir pour Seattle dans 12 jours. Elle avait déjà préparé sa valise qui était entrebâillée dans le placard. Dans cette valise se trouvaient ses pilules contraceptives, les pilules qu'elle prenait pour se protéger lors de ses escapades amoureuses avec Derek. Et si ces pilules perdaient leur effet contraceptif ? J'ai passé la journée suivante à faire des recherches et j'ai découvert que certains laxatifs se présentaient sous forme de petites pilules roses, présentant une ressemblance quasi identique avec les pilules contraceptives. L'industrie pharmaceutique opère apparemment dans un spectre de couleurs limité. J'ai étudié des témoignages, vérifié les dosages et me suis assuré que je ne causerais aucun dommage physique réel au-delà d'un état de trouble digestif prononcé. Car même si j'étais assoiffé de vengeance,
Je ne suis pas un monstre. Je voulais simplement la confronter à une fraction de l'inconfort qu'elle m'avait infligé. La veille de son voyage, j'ai visité 3 pharmacies différentes. Je me suis refusé à acheter toute la quantité de laxatifs dans une seule officine, de peur que le pharmacien ne se souvienne de la personne étrange qui s'approvisionne en médicaments gastro-intestinaux. Dans la première pharmacie, j'ai expliqué au vendeur que l'achat était destiné à une vidéo de farce. Dans la deuxième pharmacie, j'ai prétendu que mon vieux père souffrait de constipation. Dans la troisième pharmacie, je les ai simplement posés sur le comptoir, sans autre explication, et la caissière n'a posé aucune question. Au terme de mon périple pharmaceutique, je possédais 9 boîtes de laxatifs très puissants, sous forme de pilules roses. J'ai ressenti un sentiment d'absurdité en traversant la ville et en achetant des laxatifs, comme une sorte de maniaque obsédé par la vengeance. Mais j'ai aussi éprouvé le sentiment de enfin agir, de reprendre le contrôle, au lieu de simplement supporter passivement la souffrance. Ce soir-là, Rachel est allée à la salle de sport. Son programme habituel qui durait 90 minutes. J'ai attendu que sa voiture quitte l'allée, lui ai accordé 5 minutes supplémentaires pour être sûr, et j'ai ensuite commencé mon opération secrète. J'ai enfilé des gants en latex, ce qui me paraissait ridicule, mais en même temps indispensable. Je suis allé à l'armoire et j'ai pris son sac de voyage. Dans la poche latérale, j'ai trouvé la boîte rose de ses pilules contraceptives. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai ouvert la boîte, mais je me suis forcé à garder mon calme. Méthodiquement. Chaque pilule contraceptive a été retirée. Je les ai posées sur la vasque, comme de petites sentinelles roses. Ensuite, j'ai remplacé chaque pilule par un laxatif en veillant à ce qu'elle soit replacée dans la même position. La ressemblance n'était pas parfaite, à y regarder de plus près, mais elle était suffisamment proche pour qu'elle ne remarque rien, à moins de rechercher spécifiquement une anomalie. Et quelle raison aurait-elle d'en chercher une ? Une fois l'opération terminée, une rangée de pilules contraceptives reposait sur la vasque, et j'étais en possession d'une boîte pleine de laxatifs. J'ai refermé l'étui avec soin, les replacé à son emplacement exact dans son sac de voyage, et jeté les pilules originales dans les toilettes, et nettoyé soigneusement toute trace résiduelle, me suis débarrassé des gants et me suis assis un bref instant sur le sol de la salle de bain pour digérer les conséquences de mes actes. Cela a créé un sentiment d'irréalité, comme si j'avais commis une sorte de méfait ridicule. Mais j'ai également ressenti une sombre satisfaction, sachant que l'aventure amoureuse de Rachel à Seattle se transformerait en débâcle digestive. Elle voulait agir en secret et avec duplicité. Très bien. Qu'elle découvre dans quelle mesure elle conserve son sens de la sensualité lorsqu'elle est clouée aux toilettes. Rachel est revenue de la salle de sport, rayonnante de vitalité et d'élan. Elle a accompli un rituel de nettoyage, a préparé notre dîner et a parlé des événements de sa journée. Elle a mentionné la conférence et a exprimé à la fois son impatience et son inquiétude concernant la présentation. Derek m'a beaucoup aidé dans la phase de préparation, a-t-elle dit. J'ai dû exercer une pression plus forte sur mes couverts pour empêcher l'expression d'une réplique verbale. C'est louable, ai-je fini par dire. Il semble qu'il soit un mentor compétent. L'incarnation même, a-t-elle répondu, en souriant. Je suis vraiment heureuse de travailler avec lui. Heureuse, en effet ? Ce soir-là, alors que nous nous préparions pour la nuit, elle a pris son sac de voyage pour faire une dernière vérification, a sorti la boîte de pilules, y a jeté un coup d'œil et a acquiescé. « J'aurais presque oublié de mettre ses affaires dans ma valise », a-t-elle dit avec désinvolture. « Je ne voudrais certainement pas les oublier », ai-je rétorqué. Et elle n'avait aucune idée de la profondeur de la signification contenue dans cette déclaration. Elle m'a donné un baiser de bonne nuit, a affirmé son affection et s'est blottie contre moi, comme si tout était normal. Comme si elle ne prévoyait pas d'être infidèle dans moins de 24 heures. Je suis resté allongé dans la pénombre, son souffle est devenu plus régulier tandis qu'elle cédait au sommeil, et j'ai ressenti un vide émotionnel total. Pas d'affection, pas de caresse, juste la froide certitude que notre mariage était terminé. Le lendemain matin, Rachel était debout de bonne heure, une énergie pétillante émanait d'elle. Elle avait déjà choisi sa tenue la veille au soir, une de ses robes extravagantes nouvellement acquises. Bleu marine, d'allure professionnelle, mais en même temps avantageuse.
le genre de robe que l'on porte quand on veut faire impression sur quelqu'un. J'ai préparé un café pendant qu'elle finissait ses préparatifs, et nous avons joué une scène de vie conjugale d'un ennui mortel, elle me briefant sur l'ordre du jour de la conférence, et moi feignant de m'intéresser au déroulement. Nous jouions tous deux nos rôles à la perfection. « Mon vol est à 9h, dit-elle en examinant son téléphone. « La voiture devrait être là dans 20 minutes. J'espère que tu feras un bon voyage, dis-je. Et je le pensais, même si ce n'était pas comme elle l'entendait. Lorsque la voiture qu'elle avait commandée est arrivée, je l'ai accompagnée jusqu'à la porte et j'ai porté sa valise. Elle m'a fait un baiser, un petit smack fugace qui semblait réciter, et a dit « Tu vas me manquer ». Tout autant, ai-je menti. J'ai regardé sa voiture jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Puis, je suis retourné dans la maison, je me suis resservi un café et j'ai attendu la suite des événements. La conférence a commencé dans l'après-midi. Rachel a envoyé un SMS avec une photo prise depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel, une vue générique de la ligne d'horizon. « Bien arrivé. Chambre correcte. Tu me manques déjà. » J'ai répondu brièvement. « Heureux que tu sois bien arrivé. » Et j'ai vaqué à mes occupations. J'avais l'air absorbé par des questions professionnelles et j'avais un délai de livraison urgent, mais je n'arrivais quand même pas à me concentrer. Au lieu de cela, je rafraîchissais constamment le tracker d'email que Tyler avait mis en place et j'observais la correspondance de Rachel en temps réel. Elle n'envoyait que quelques emails professionnels, rien d'important. Vers 4h de l'après-midi, heure du Pacifique, un message est arrivé de Derek. Dîner ce soir ? J'ai trouvé un restaurant de poissons incroyable près du port. Rien que nous deux, c'est pour moi. La réponse de Rachel est arrivée 2 minutes plus tard. Ça a l'air parfait. J'ai hâte. Rien que nous deux. Pas une sortie en groupe, pas un dîner d'équipe, juste eux deux. J'ai éclaté de rire, assis à ma table de cuisine. Poisson. Elle allait se gaver de poisson pendant que ses laxatifs se répandraient dans son corps. L'univers avait un sens de l'humour tordu. J'ai immédiatement écrit à Tyler. « Ça se passe. Elle va dîner avec lui ce soir. » Il a répondu. « Tu es absolument sûr pour les pilules ? » « Oui. Je les ai échangées hier. »« Mec, tu es soit un génie, soit un psychopathe. Je ne peux pas être les deux ?» Il a envoyé un emoji de tête de mort, suivi de « Tiens-moi au courant, un mois. » C'est mieux que la télé-réalité. L'attente était un enfer. J'ai essayé de regarder la télévision, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai essayé de lire, mais les mots se brouillaient. Finalement, vers 8h du soir, heure locale, ce qui correspondait à 6h du soir à Seattle, j'étais assis sur le canapé avec mon téléphone, rafraîchissant le tracker d'email toutes les quelques minutes comme un fou. À 8h41 du soir, mon téléphone a vibré avec un SMS de Rachel. Seulement 2 mots. Soirée difficile. J'ai fixé ces 2 mots pendant 1 minute entière avant d'éclater de rire. Pas un rire normal non plus. Le genre de rire qui vient d'un coin sombre et vengeur. Le genre de rire qui inquiéterait probablement un thérapeute. J'ai ri jusqu'à avoir mal aux côtes, jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage, jusqu'à ce que le chien du voisin commence à aboyer parce que j'étais trop bruyant. Soirée difficile. Elle n'avait rien d'autre à dire. Pas de détails, pas d'explications, juste la reconnaissance que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Je me suis suffisamment calmé pour répondre. « Tout va bien ?» Pas de réponse. Rien pour le reste de la nuit. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. Je me suis réveillé reposé et j'ai préparé un copieux petit déjeuner. Œufs, bacon et toast, tout le tralala. Je fredonnais en cuisinant et je me sentais plus léger que depuis des mois. Tyler a appelé vers 10h du matin. « Alors ?» a-t-il demandé immédiatement, impatient de connaître le déroulement. Elle m'a écrit hier soir pour me dire que c'était une soirée difficile. C'est tout ? C'est tout ce qu'elle a dit ? Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle était probablement trop occupée à rénover la salle de bain de l'hôtel pour entrer dans les détails. Tyler était hors de lui. Je pouvais l'entendre haleter de rire à l'autre bout du fil. « Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Tu as effectivement ruiné son aventure avec des laxatifs. Etc. Je
préfèrent considérer cela comme l'administration de conséquences naturelles à un comportement contre nature. Tu es fou. J'adore. Dans l'après-midi, la société de Rachel avait publié des photos de la conférence sur ses réseaux sociaux, des clichés professionnels de personnes en tenue de travail, souriant, faisant du réseautage et affichant une joie feinte. J'ai fait défiler les images, cherchant Rachel, et je l'ai repérée à l'arrière-plan d'une photo. Elle était affreuse, pâle, épuisée, serrant une bouteille d'eau comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Ses cheveux étaient tirés en arrière sans soin, et même de loin, on pouvait voir l'effort gravé sur son visage. Pendant ce temps, tous ceux qui l'entouraient avaient l'air frais et pleins d'énergie. La section des commentaires grouillait de messages de soutien de la part de ses collègues. « Bon rétablissement, Rachel, et j'espère que tu vas vite te remettre. »« Tu es tellement une battante, tu vas t'en sortir », disait un commentaire de quelqu'un du nom de Jennifer. « Ma fille, tu dois te reposer, on s'occupe de la présentation sans toi. » Elle était donc suffisamment malade pour qu'on lui conseille de renoncer à ses obligations professionnelles. Parfait. Derek avait également posté une photo, un selfie avec quelques autres participants à la conférence. Il avait l'air mal à l'aise, son sourire était forcé. La légende se composait de quelque chose de générique sur le perfectionnement professionnel et les opportunités de réseautage. Aucune mention de Rachel, ce qui était intéressant. Apparemment, leur dîner romantique ne s'était pas déroulé comme prévu. J'ai fait des captures d'écran de tout, les photos, les commentaires, les horodatages, non pas parce que j'avais besoin d'autres preuves, mais parce que je voulais documenter ceci. La grande aventure de ma femme, déraillée par son propre mari menteur et un peu de sabotage pharmaceutique stratégique. Ce soir-là, Rachel a appelé. J'ai failli rejeter l'appel, mais la curiosité a gagné. « Salut », dit-elle, la voix faible et rauque. « Salute toi-même. Comment se passe la conférence ?» Honnêtement, horriblement. Je me sens si mal, Jake. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne me suis jamais senti aussi mal. C'est terrible, dis-je, injectant juste assez d'inquiétude pour paraître crédible. Ça doit être quelque chose que tu as mangé. Peut-être. J'ai mangé des fruits de mer hier soir, et je le paye depuis. Derek s'est tellement senti mal qu'il s'est occupé de moi toute la journée. Derek s'est senti mal. Comme c'est touchant. Eh bien, j'espère que ça va bientôt passer, dis-je. Ces choses-là durent généralement 1 jour ou 2. Mon Dieu, j'espère. Je suis censé faire la présentation demain, et je ne sais pas si je serai capable de rester debout 1 heure devant des gens. Peut-être devrais-tu te reposer. Ta santé est plus importante qu'une présentation. Je sais, mais je ne veux pas laisser tomber l'équipe, surtout Derek. Il m'a tellement soutenu. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Je suis sûr. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus, Rachel détaillant ses symptômes avec un niveau de détail dont je n'avais absolument pas besoin, avant d'annoncer qu'elle devait y aller. Je suis désolé, j'ai juste besoin de m'allonger. Prends soin de toi, dis-je en mettant fin à la conversation. Le problème avec les laxatifs, c'est que leurs effets ne sont pas isolés. Ils durent aussi longtemps qu'on continue à les prendre. Et Rachel, la personne consciencieuse qu'elle était, prenait sa pilule contraceptive tous les matins comme une horloge, ce qui signifiait qu'elle se réapprovisionnait tous les matins en laxatifs à forte dose. Le 2e jour de la conférence, l'entreprise a posté d'autres photos. Rachel n'apparaissait sur aucune d'entre elles. L'emploi du temps indiquait qu'elle avait manqué les séances du matin et le panel de l'après-midi qu'elle était censée animer. Derek a dû faire la présentation seule, et d'après ce que j'ai pu déduire des commentaires, elle ne s'était pas bien passée. « La perspective de Rachel me manque », a écrit quelqu'un. J'espère qu'elle se rétablira bientôt. Ce soir-là, Rachel a écrit « Je ne me sens toujours pas mieux. Le médecin dit que ça pourrait être une gastro-entérite, tellement gênant. » J'ai répondu « Ce n'est pas de ta faute si tu es malade. Ne te surmène pas. » Elle a renvoyé un emoji de cœur, ce qui semblait ironique, car son cœur appartenait manifestement à Derek. 3e jour, le dernier jour de la conférence.
Je me suis réveillé avec une notification par email. Rachel avait envoyé un message à son patron expliquant qu'elle allait devoir manquer la séance de clôture et demandant la permission de travailler à distance pour le reste de la semaine. L'email était plein d'excuses, presque désespérées. Elle faisait référence à la présentation qu'elle avait manquée, expliquait qu'elle allait se rattraper et promettait d'être disponible pour toutes les demandes de renseignements nécessaires. Un autre message est arrivé, cette fois de Derek à Rachel. « Bon rétablissement. Fais-moi savoir quand tu seras de retour au bureau. On devrait débriefer sur la conférence. » La réponse de Rachel. « Absolument. Désolé d'avoir manqué autant de choses. Merci de m'avoir remplacé. » C'est tout. Pas de flirt, pas de clin d'œil, pas de plan secret, juste de la distance professionnelle et de la déception. Quoi qu'ils aient prévu, ça n'a pas marché. L'affaire s'était brutalement achevée à cause de quelques pilules roses et de ma propension à la mesquinerie. Rachel est rentrée 2 jours plus tard, un vendredi après-midi. J'avais pris ma journée et veillé à ce que la maison soit propre. Je voulais que tout paraisse normal. Quand sa voiture est entrée dans l'allée, je l'ai regardée sortir lentement par la fenêtre, bougeant avec précaution, comme si elle avait mal partout. Elle avait l'air terrible, elle avait maigri, son visage était creusé, ses yeux étaient enfoncés. Elle traînait sa valise le long de l'allée comme si elle pesait 1 tonne. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne l'atteigne. « Bienvenue à la maison. »« Merci, » dit-elle doucement, restant immobile un instant, comme si elle rassemblait ses forces pour entrer. Je lui ai pris sa valise, et elle a traîné les pieds jusqu'au canapé où elle s'est effondrée. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être à la maison. Voyage difficile ? Tu n'imagines pas. J'ai pratiquement vécu recluse dans ma chambre d'hôtel pendant 3 jours. C'était humiliant. Tout le monde au travail m'a vu craquer. Je suis désolé, dis-je, et une partie de moi le pensait vraiment. Tu as dû manger quelque chose de mauvais. Elle m'a regardé, et pendant 1 seconde, j'ai cru qu'elle savait. J'ai cru qu'elle avait découvert la vérité. Mais elle a juste acquiescé. Ça doit être ça. Je ne mangerai plus jamais de fruits de mer. Dans les jours qui ont suivi, Rachel s'est rétablie lentement, mais elle s'est rétablie. Elle a arrêté la pilule contraceptive, permettant ainsi au laxatif d'être éliminé de son corps. Ses couleurs sont revenues. Son énergie est revenue, mais quelque chose d'autre avait aussi changé. Elle était plus silencieuse avec moi, moins sûre d'elle. La façon dont elle me regardait parfois était comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose, mais qu'elle n'arrivait pas tout à fait à assembler les pièces du puzzle. J'ai continué à surveiller ses emails. La correspondance avec Derek avait considérablement diminué. Quelques messages professionnels ici et là, mais rien de personnel. Plus de « j'ai hâte de te voir » ou de smiley clin d'œil. L'affaire, si tant est qu'il y en ait eu une, semblait s'être refroidie. Mais je n'en avais pas fini. Je ne pouvais pas laisser les choses en rester là. Même si ma vengeance avait techniquement réussi, il fallait qu'elle sache que j'étais au courant. Je devais la confronter aux preuves et la regarder essayer de s'en sortir avec des excuses. 2 semaines après Seattle, j'ai conclu que le moment était venu. C'était un dimanche soir, nous étions tous les 2 à la maison, sans rien de prévu d'autre. Rachel était assise sur le canapé avec son ordinateur portable, probablement en train de travailler ou de faire défiler les réseaux sociaux. J'étais dans le garage et j'avais fait semblant de ranger des outils, mais en réalité, je prenais mon courage à 2 mains pour ce que j'allais faire. Je suis entré, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis sur la chaise en face d'elle. « Il faut qu'on parle. » Elle a levé les yeux et j'ai vu une inquiétude immédiate traverser son visage. « De quoi ?» J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les captures d'écran que j'avais sauvegardées et j'ai tourné l'écran vers elle. De Derek. La couleur a disparu de son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a fixé le téléphone, l'échange d'emails affiché à l'écran, et je l'ai observée essayer de comprendre ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, mais sa voix tremblait. « Tes emails, tous. Chaque message que tu as envoyé à Derek ces 6 derniers mois. Tu as piraté mes emails, a-t-elle déclaré, sa voix empreinte à la fois de colère et d'une peur palpable.
J'ai confirmé calmement ce que je soupçonnais déjà. J'ai fait cette découverte après avoir trouvé tes pilules contraceptives, ai-je précisé. La révélation l'a frappé avec la force d'un coup physique. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. Voudrais-tu peut-être m'expliquer pourquoi tu as besoin de contraceptifs alors que j'ai subi une vasectomie ? Ai-je demandé, ajoutant « Parce que je suis vraiment fasciné par les acrobaties mentales nécessaires pour justifier cela. » Elle s'est effondrée en larmes, pas dans le genre digne et retenu, mais dans le genre brut et laid, ponctué de respirations haletantes et de mascara coulant sur son visage. « Jake, s'il te plaît, » a-t-elle supplié. « Je peux t'expliquer. »« Tu peux expliquer l'affaire » ai-je rétorqué. « Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, Rachel. Tu as une liaison avec Derek, ou du moins tu as prévu d'en avoir une, lui ai-je reproché. Je n'ai pas couché avec lui, a-t-elle répondu rapidement, désespérée. Je te jure, il ne s'est rien passé de physique. Bien sûr. Tu t'es simplement livré à une infidélité émotionnelle et tu as prévu de la concrétiser physiquement lors de la conférence. Comment ça s'est passé en fait ? J'ai remarqué que tu t'étais cloîtré dans ta chambre d'hôtel pendant un temps considérable. Son visage s'est crispé. J'étais terriblement malade. Je ne suis pas sûr de ce qu'il s'est passé. Je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. Moi, je sais ce qu'il s'est passé, ai-je assuré, en conservant un ton calme et posé. Tu veux savoir la cause de ta maladie ? Elle m'a regardé avec des yeux remplis de larmes et une expression de confusion. Ce n'étaient pas des pilules contraceptives. Je les ai remplacées, chacune d'entre elles, par des laxatifs à effet maximal. Un silence absolu a suivi. Elle m'a fixé comme si je venais de révéler que j'étais un extraterrestre. Son cerveau s'est forcé de traiter cette information et j'ai pu observer littéralement le moment précis de la prise de conscience. Son expression est passée de la confusion à l'horreur, puis à quelque chose qui aurait pu être de la colère, ou de l'incrédulité, ou peut-être un mélange des deux. « Tu as fait quoi » a-t-elle murmuré. « Tu as bien entendu. Chaque matin, quand tu avalais ta pilule, tu t'administrais en réalité une dose de laxatif. Cela explique pourquoi tu as souffert de troubles digestifs pendant toute la conférence. Cela explique pourquoi ton dîner romantique avec Derek s'est transformé en cauchemar. Cela explique pourquoi tu n'as pas pu présenter ta communication. « C'est maladif !» s'est-elle exclamée, sa voix se faisant plus forte. « C'est vraiment dément. Tu aurais pu gravement me nuire. »« Tu m'as fait du mal, » ai-je rétorqué. « Tu m'as menti pendant des mois, tu as comploté, tu as flirté avec ton collègue. Tu m'as fait douter de ma santé mentale, parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Tu m'as blessé. Je t'ai juste donné quelques crampes d'estomac. » Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, les mains tremblantes. « Ça ne marche pas comme ça, Jake. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. On ne drogue pas quelqu'un juste parce qu'on a des soupçons. Et on ne trompe pas parce qu'on se sent négligé, ou quelle que soit la justification que tu vas me sortir. » Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Elle a utilisé tous les arguments de défense du répertoire d'un « i » infidèle. Ce n'était qu'une connexion émotionnelle. Elle se sentait négligée, et Derek lui avait donné l'impression d'être valorisé. Il ne s'était rien passé de physique, donc ce n'était pas une véritable liaison. De toute façon, elle voulait y mettre fin. Elle n'avait jamais voulu me faire de mal. J'ai réfuté chaque excuse, présenté d'autres captures d'écran et répété ses propres paroles. J'ai vu ses défenses s'effondrer les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elle soit simplement assise là, à pleurer et à admettre qu'elle avait commis une grave erreur. « Je ne veux pas te perdre », a-t-elle finalement dit, levant vers moi des yeux rouges et gonflés. « S'il te plaît, Jake, je ferai tout. Je démissionnerai de mon travail. Je ne communiquerai plus jamais avec Derek. Nous pouvons faire une thérapie. » « Je ne veux pas faire de thérapie, » ai-je répondu. « Je veux le divorce. »
On aurait dit que je l'avais frappée. Elle a tressailli physiquement et a secoué la tête. « Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons nous en sortir. Les mariages survivent souvent aux liaisons. » « Peut-être d'autres mariages, ai-je répondu. Pas le nôtre. J'en ai fini. Elle a tout essayé. Elle a supplié, imploré, juré de changer. Mais je suis resté impassible. J'avais déjà consulté mon amie avocate Lisa, une femme que j'avais aidée il y a quelques années lors d'une mission de conseil en gestion de projet. Elle avait une dette envers moi, et cela semblait être le bon moment pour la régler. Lisa avait commencé à rédiger les papiers de séparation dès que je l'avais informée de la situation. Au début, elle a essayé de me convaincre de suivre une thérapie de couple, soulignant que je devrais au moins essayer de sauver le mariage, mais je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à sauver. La femme que j'avais épousée, la femme en qui j'avais confiance, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un capable de me mentir et de me tromper en même temps. Et je n'avais aucun intérêt à rester marié à cette personne. Cette nuit-là, Rachel a dormi dans la chambre d'amis, ou du moins a essayé. Je pouvais l'entendre pleurer à travers les murs, je pouvais l'entendre faire les 100 pas vers 2 heures du matin. Une partie de moi avait envie d'avoir de la pitié pour elle, mais je n'arrivais plus à accéder à ce sentiment. C'était comme si cette partie de moi avait tout simplement cessé de fonctionner. La procédure de divorce a duré environ 4 mois, du début à la fin. Rachel a quitté la maison au bout de 2 semaines et a emménagé chez sa sœur dans l'état voisin, pendant que nous réglions tout. Les papiers de séparation ont été signés sans grand drame. Elle a essayé à plusieurs reprises de me faire changer d'avis, m'envoyant de longs courriels où elle exposait en détail ses regrets et sa volonté de tout faire pour arranger les choses. Je n'ai jamais répondu. Les preuves que j'avais réunies rendaient relativement facile d'établir sa culpabilité. L'avocat de Rachel a tenté de plaider que la surveillance des courriels était illégale et ne devait pas être recevable. Lisa a cependant expliqué que nous avions le même forfait téléphonique et que j'avais techniquement accès au compte. Une zone grise, comme l'avait dit Tyler, suffisamment grise pour garantir que le courriel soit admissible. Nous avons partagé les biens de manière plus ou moins équitable. J'ai gardé la maison, car j'avais versé l'acompte avant notre mariage. Elle a gardé sa voiture et son compte de retraite. Aucun de nous n'avait envie de faire traîner les choses inutilement. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas attardés sur les détails insignifiants. Nous avons simplement signé les papiers, transféré les titres de propriété et pris des chemins différents. Tyler m'a demandé une fois si je regrettais l'incident avec les laxatifs, si je pensais être peut-être allé trop loin, avoir été excessivement cruel. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. « Non », ai-je finalement dit. « Je ne regrette rien. »« Vraiment ? Pas même un peu ?» Elle m'a menti pendant des mois, elle m'a fait douter de ma santé mentale parce que je sentais que quelque chose n'allait pas, et elle avait l'intention de me tromper. Peut-être l'a-t-elle déjà fait, qui sait. Les laxatifs n'ont même pas approché le préjudice émotionnel qu'elle a causé. C'est juste. Mais quand même, mec, c'est un peu extrême. Ouais, eh bien, je suis un peu extrême quand quelqu'un me trahit. Il a gloussé. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. La maison a maintenant une ambiance différente, libérée de la présence de Rachel. Plus calme, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a plus de rumination sur où elle se trouve ou avec qui elle échange des messages. Plus de prétention que tout va bien alors que l'angoisse me ronge l'estomac. Plus de nuits blanches à refaire les conversations en boucle, à essayer de démêler ce qui était vrai de ce qui était inventé. J'ai recommencé à fréquenter des femmes, mais j'y vais doucement. Tyler m'a organisé une rencontre avec quelqu'un de sa salle de sport, une femme nommée Michelle, qui a l'air gentille, normale et honnête. Nous sommes sortis quelques fois, rien de sérieux pour l'instant, mais c'est satisfaisant de sentir que je peux à nouveau faire confiance à quelqu'un, même si cette confiance est prudente et mesurée, différente d'avant. Toute cette expérience m'a apporté une richesse de connaissances sur les gens, les relations et moi-même. J'ai appris qu'on peut passer des années avec quelqu'un sans vraiment le connaître, que les gens sont capables d'une tromperie extraordinaire lorsqu'ils veulent quelque chose désespérément, et qu'une fois brisée, la confiance ne peut pas être réparée avec de la superglue, quel que soit le nombre de séances de thérapie.
J'ai aussi appris que je suis capable d'actes que je n'aurais jamais imaginés. L'homme qui a remplacé les pilules de sa femme par des laxatifs est quelqu'un que je ne reconnais pas. Mais peut-être devais-je devenir cet homme dans cette situation. Peut-être faut-il parfois devenir un peu sombre pour survivre à la noirceur de quelqu'un d'autre. Quelques mois après que le divorce ait été prononcé, j'ai rencontré une ancienne collègue de Rachel dans un café. Sarah, je crois, c'était son nom. Elle m'a reconnu et est venue me saluer et prendre de mes nouvelles. « Je vais bien », ai-je dit honnêtement. « Mieux que depuis longtemps. »« Je suis contente de l'entendre », a-t-elle répondu. Et il y a eu une pause maladroite avant qu'elle n'ajoute « J'ai entendu dire que Rachel avait quitté l'entreprise. »« Oh, oui, oui, elle a accepté un poste ailleurs. Probablement le mieux après. Eh bien, vous savez. »« Après quoi ?» ai-je demandé, sincèrement curieux. Sarah semblait mal à l'aise. Après que la conférence à Seattle soit en quelque sorte devenue un sujet de conversation au bureau, les gens ont bavardé. Derek a finalement été transféré dans une autre filiale. Tiens, c'est intéressant. En parlant de ça, je vous ai toujours bien aimé. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Merci Sarah. J'apprécie. Après son départ, je suis resté assis avec mon café, pensant aux conséquences de tout cela. Rachel avait pour l'essentiel perdu son poste, ou avait au moins dû le quitter à cause de l'embarras. Derek a été transféré dans une autre filiale, probablement pour limiter les dégâts. Et moi, j'ai eu un divorce, un semblant de paix intérieure et une histoire de vengeance assez convaincante. Est-ce que ça en valait la peine ? La douleur, la trahison, les mois de recherche et de planification. J'en suis incertaine. Je n'avais souhaité que rien de tout cela n'arrive. J'ai simplement choisi comment y réagir. Et peut-être ma réaction était-elle mesquine. Peut-être était-elle cruelle. Peut-être était-elle justifiée. Probablement un mélange des trois. Ce que je sais, c'est que elle ne me manque pas. Je m'attendais à ce qu'un vide immense règne là où elle était autrefois. Mais au lieu de cela, il n'y a que de l'espace. Un espace propre et calme que je peux remplir de tout ce que je veux. De nouveaux hobbies, de nouvelles relations, de nouvelles expériences qui n'impliquent ni méfiance, ni mensonge. Et je dors mieux maintenant. Le robinet qui fuyait et m'avait réveillé cette nuit-là a été réparé, et il n'a plus jamais goûté depuis, presque comme s'il voulait me faire passer un message, attirer mon attention sur la fuite qui me minait vraiment. La fuite dans mon mariage, la perte progressive de confiance et d'honnêteté que j'avais ignorée trop longtemps. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison est parfaitement silencieuse, je repense à ce moment sous l'évier, quand j'ai trouvé ces pilules et senti mon monde vaciller. C'est étrange comme une petite découverte peut tout faire basculer. Une boîte en plastique rose, à peine plus grande que la paume de ma main, a soudainement révélé que 7 ans de mariage étaient en partie un mensonge. Malgré tout, je refuse de m'y attarder. Il est impossible d'avancer si l'on regarde constamment en arrière. Aujourd'hui, je me construis une nouvelle vie, fondée sur la vérité, le respect de soi et la conviction durement acquise que je mérite mieux que quelqu'un qui me ment éhontément. Tyler plaisante encore sur toute cette histoire, me qualifiant d'experte en guerre psychologique et menaçant de me recruter si jamais il avait besoin de conseils en matière de vengeance. Je lui dis que j'ai quitté le monde de la vengeance, que j'ai purgé ma peine et que je me concentre maintenant sur une vie normale, sans événements et sans drame. Mais, entre nous, si j'avais l'occasion de revivre tout cela, je ne changerais que très peu de choses. Peut-être l'aurais-je confronté plus tôt, ce qui m'aurait épargné bien des soucis et des nuits blanches. Peut-être aurais-je été mieux préparé aux conséquences émotionnelles de la destruction d'un mariage. Mais les laxatifs, ils restent. C'était de la poésie pure. C'était du karma, administré par une intervention pharmaceutique. C'était moi reprenant le pouvoir dans une situation où j'avais été complètement impuissante. Et oui, peut-être que cela fait de moi une personne imparfaite. Peut-être que cela me catalogue comme vengeresse, cruelle, ou avec toute autre étiquette désobligeante que les gens voudront bien me coller.
Mais je suis en paix avec cela, car je suis aussi libéré. Libéré de la tromperie, de l'infidélité, du sous-entendu constant de l'inapproprié qui avait empoisonné notre relation. J'ai réparé la fuite, au sens propre comme au figuré. J'ai resserré ce qui devait l'être, remplacé ce qui ne pouvait plus être réparé et dit adieu à ce qui était irrémédiablement cassé. La maison ne goûte plus, ma confiance non plus. J'ai scellé ses fissures, renforcé ses murs et remplacé ce qui s'était effrité par quelque chose de plus résistant. Rachel a essayé de me contacter à plusieurs reprises après le divorce. Des emails dans lesquels elle exprimait ses regrets, sa compréhension de mes motivations et son espoir que nous puissions un jour développer une amitié. Je n'ai jamais répondu à aucun d'entre eux. Certains ponts sont destinés à rester brûlés. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées et encore moins effacées de la mémoire. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était par des tiers. Elle avait déménagé dans une autre ville pour son nouveau travail, afin de prendre un nouveau départ là où personne ne connaissait son mariage raté, son fiasco de conférence ou son aventure qui n'avait jamais vraiment eu lieu. Tant mieux pour elle, sincèrement. J'espère qu'elle résoudra les conflits intérieurs qui l'ont amenée à considérer la tromperie comme une option viable. J'espère qu'elle suivra une thérapie et apprendra à être honnête avec son prochain partenaire. Mais ce n'est plus mon problème. Mes soucis actuels sont quotidiens. Dois-je repeindre le salon? Est-il temps d'adopter un chien? Quel plat dois-je préparer pour le dîner? Ce sont des problèmes qui ont des solutions, qui n'exigent ni tromperie, ni trahison, ni moyens pharmaceutiques. Et vous savez, ce qu'il y a de plus étrange. Je suis satisfaite. Oui, pour la première fois depuis des années, je suis vraiment satisfait. Le poids de cette relation, le fardeau du soupçon, des doutes et des mensonges, m'écrasait. Et je n'en ai pleinement réalisé l'ampleur qu'une fois que j'en ai été libéré. Maintenant, je me réveille le matin et je ne fouille plus immédiatement mon téléphone à la recherche de preuves des activités secrètes de ma partenaire. Je ne décortique plus chaque SMS, ni n'examine méticuleusement chaque soirée tardive au travail. Je ne suis plus dans un état constant d'angoisse latente, à me demander sans cesse si je suis trompé. J'existe simplement, paisiblement, calmement et honnêtement. Et cela a plus de valeur que n'importe quel mariage construit sur un fondement de duplicité. Ainsi se termine mon récit. Le récit de la façon dont un robinet qui goûte à 2 heures du matin en été a mené à des papiers de divorce. Comment des pilules contraceptives ont révélé un mensonge et des laxatifs ont rendu la justice. Comment les trahisons les plus subtiles ont les conséquences les plus profondes. Je ne vais pas prétendre être un héros dans ce récit. Je suis juste un homme qui a été confronté à l'infidélité et qui a décidé de se venger de manière mesquine et vindicative avant de mettre fin à la relation. Je ne suis pas fier de chaque action que j'ai entreprise. Mais je n'ai pas honte non plus. C'est arrivé comme c'est arrivé, et je l'ai géré comme je le pensais être juste. S'il y a une morale à tirer de toute cette épreuve, c'est probablement quelque chose qui a à voir avec l'attention portée aux indicateurs, les petites incohérences, les subtils changements de comportement, les éléments qui ne collent pas tout à fait. Ces fuites ne se réparent pas d'elles-mêmes. Elles ne font qu'escalader jusqu'à ce que tout soit inondé. J'ai détecté la mienne à temps, j'ai pris ma clé à molette, j'ai resserré ce qui devait l'être, j'ai remplacé ce qui était irréparablement endommagé. Et j'ai fait mes adieux à ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste de l'entretien approprié. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à rester dans le coin et à vous abonner, il y a encore beaucoup de choses à venir.